Bonjour et bienvenue au carrefour des idées, mesdames et messieurs, avec à l'affiche pour vous aujourd'hui un auteur qui nous vient tout droit de Dubreka, à l'Institut supérieur des arts de Guinée. Je vais nommer monsieur Faya Pascal Ifono, donc c'est l'auteur que nous recevons aujourd'hui pour vous. On va parler de son ouvrage qui a pour titre, je cite, « Crash d'un avion sorcier ». J'ai bien dit « Crash d'un avion sorcier ». Mesdames et messieurs, l'émission parenthèse pour le compte d'aujourd'hui, c'est tout de suite. Crash d'un avion sorcier. L'Afrique est-elle un continent où tout n'est que pénombre et obscurité? Dans ce roman, Crash d'un avion sorcier, l'auteur dresse la satire des maux dont souffrent les peuples africains. De la cellule familiale à la gestion des pouvoirs spirituels et politiques, l'ambiguïté de l'être humain apparaît ici dans tous ses contrastes. Le récit mettant en évidence le paradoxe de l'homme qui désire améliorer sa condition, mais gère sa vie de telle manière qu'il ne puisse y parvenir. Dans cet univers incompréhensible s'invitent les forces occultes et des acteurs de tous les genres. De la sorcellerie destructrice à la migration réussie, le chemin demeure long pour sortir le continent africain du gouffre. Toutefois, l'espoir est permis quand la prose et la poésie prennent part au festin des arts. Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Ifono Faya Pascal. Oui, c'est bien mon nom. Bienvenue à la maison, ici c'est chez vous, hein, vous êtes écrivain, c'est votre troisième ouvrage. Bien sûr. Voilà, Crash d'un avion sorcier, donc qui est un roman. Hein, les crashs d'avion, on en a toujours entendu parler, Oui. Mais un crash d'avion chargé de sorciers, c'est pour la première fois, en tout cas sur ce plateau. C'est vrai, vous avez raison. Vous savez, avec les romans, les titres sont ce qu'ils sont. Et sans pouvoir rapidement commencer par vous dire combien de titres j'avais proposé par rapport à ce roman, j'avais proposé 3 titres. Le premier titre, c'était Virginie, ma sœur, pour laquelle j'ai dédié le roman. Le deuxième, c'était les Crash d'un avion sorcier. Et puis le troisième, c'était Le chat noir aux yeux de braise. Alors, donc, j'ai envoyé les titres aux amis pour voir, en fonction des choix, quel est le titre qui était le meilleur. Alors, la plupart sont revenus sur Crash d'un avion sorcier, mais j'ai envoyé les 3 titres aussi à l'Harmattan. Et l'Harmattan a trouvé que Crash d'un avion sorcier était un bon titre. Et comme vous voyez déjà, sur le plateau, regardez, quand vous voyez la couverture, vous sentez déjà que vous voyez l'avion de couleur noire. Oui. La noirceur qui constitue déjà une société secrète, une vision qu'on ne peut pas... obscure, oui. Qu'on ne peut pas démanteler. Donc, et ensuite, l'avion est frappé par l'éclair. Oui. Donc la foudre, donc la sentence divine qui est en train de toucher les sorciers. Et l'avion prend la direction vers le bas. Et vous voyez que de la partie ici, qui est claire, la partie qui est là, la partie noire, vous sentez on quitte de la lumière vers l'obscurité. Donc c'est une descente aux enfers pour les sorciers. Mesdames et messieurs, si vous venez seulement de vous joindre à nous, évidemment, on a un ouvrage, donc l'ouvrage qui fait l'objet de notre numéro parenthèse d'aujourd'hui. Donc on parlait de titre, Monsieur Ifono nous parlait un tout petit peu de la première de couverture, ensuite du titre. Crash d'un avion sorcier, pour ceux qui souhaiteraient en savoir davantage. De toute façon, on va en parler tout à l'heure. Les sorciers qui sont dans l'avion, comment est-ce que l'avion donc a fait le crash et tout ce qu'il y a autour de cet ouvrage. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro exclusivement consacré, bien entendu, aux sorciers, hein, qui cette fois-ci, c'est eux qu'il faut secourir. Allez, donc on va peut-être commencer. C'est un ouvrage qu'on a lu. Et on doit le dire tout de suite, oui, qui nous a charmés. Okay. L'ouvrage est écrit d'une plume passionnée et passionnante, bien entendu, en ce sens que c'est un professionnel de la littérature qui l'a donc rédigé. Mais au-delà, il s'agit d'un sujet, hein, qui préoccupe
notre société, qui est au cœur Ouais. de nos sociétés, Ouais. et même au-delà. Et c'est l'intérêt d'ailleurs déjà que nous, on a en tant qu'électeurs, qu'on a trouvé. Hein, la sorcellerie, les Exactement. sorciers, Ouais. c'est présent presque dans toutes nos sociétés africaines, d'une manière générale. Ouais. Il y a une histoire liée à ça, d'une manière ou d'une autre, de Ouais. près ou de loin, on en a entendu parler, Ouais. on y croit, on n'y croit pas, c'est dans toutes les spéculations, etc. etc. Ouais. Et effectivement, en lisant votre ouvrage, on est pris, disons comme ça, par les tripes. C'est vrai, et je dois dire, je l'ai même dit avant, je me suis promis de le faire hein, sur le plateau. Je dis, il faut que je me couvre parce qu'effectivement, il y a pas mal de secrets, si on peut le dire comme ça, Oui. secrets de sorciers qui sont évoqués dans l'ouvrage. Oui. Mais je préfère me protéger. En fait, c'est l'ouvrage qui raconte ça. Tout à fait. C'est pas Monsieur Koné qui raconte. C'est le narrateur qui raconte. Ah, vous aussi, vous mettez. C'est pas donc- moi qui raconte, donc, c'est le narrateur. c'est le narrateur Le donc, personnage, qui raconte. Qu'est-ce que le narrateur dit à propos donc de cet avion chargé de sorciers? Alors pour commencer, évidemment, je disais que c'est un ouvrage qui est écrit d'une main, d'une plume passionnée et passionnante. Je vais m'expliquer. Oui. C'est-à-dire que d'un point de vue littéraire, Oui. vous racontez, c'est un roman d'ailleurs, il faut le dire, hein, vous racontez ça en faisant appel, je veux dire, non seulement à la prose, mais aussi À la poésie. Oui. Donc on retrouve ces deux genres, c'est-à-dire qu'on commence avec la prose, et puis à chaque fois, vous trouvez moyen de mettre un peu de poésie là-dedans. Et ça, dans un style de narration, je veux dire, attachante, hein, Oui. et on y est. Alors, j'ai parlé de sorcellerie, c'est vrai, mais il n'y a pas que la sorcellerie. Exactement. Évidemment, la sorcellerie qui parle de sorcier parle de la mort, Oui. parce que c'est le travail funeste, enfin c'est le travail, je veux dire, ignoble aussi Oui. de cette espèce, de cette catégorie d'humains Oui. hein, qui vivent dans deux mondes. Dans le monde que nous partageons maintenant hein, avec nos téléspectateurs, mais Exactement. aussi dans le monde, en tout cas que moi je ne connais pas, Invisible. le monde invisible. Oui. Bien, alors donc je dis aussi que c'est un roman avec beaucoup d'amour. Oui. Il commence par l'amour. Vous avez dédié le roman à Virginie, Oui. votre sœur, qui donc a perdu la vie très très jeune. Très jeune. D'une manière qui a été arrachée à la fleur de la vie, comme on le dit, Ouais. qui a frappé toute la famille, qui, en gros, on va dire, est l'élément déclencheur de ce récit-là. Oui. On ne s'en aperçoit pas tout de suite, même si vous dédicacez l'ouvrage à sa mémoire. Oui. On va en profiter avec tous nos téléspectateurs pour souhaiter, on va dire, que son âme repose, continue de reposer Amen. en paix. Amen. Et tous les autres aussi qui ont été victimes Exactement. des sorciers, parce qu'il y a tout un carnage, Oui. justement, qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'on tourne les pages. Tout à Dites-nous, comment, je le sais moi, pour l'avoir lu, mais pour nos téléspectateurs, comment est-ce que l'idée de rédiger cet ouvrage-là, hein, évidemment, avec cette épineuse question qui est la sorcellerie? Oui. Au fait, en réalité, ma vision à moi, depuis que j'ai commencé à étudier et puis j'ai fini ma formation universitaire, était de pouvoir m'immortaliser à travers l'écriture. Et pourquoi? Parce que je me dis que dans ce monde, que tu puisses avoir des châteaux, que tu puisses avoir des tours, que tu puisses avoir des avions, et après tout, qu'est-ce qui va rester? C'est le nom qui reste. Et ce nom-là, c'est lorsque le nom est dans les rayons des universités, des maisons et ainsi de suite. Dès que ce nom, si je peux me permettre, quand ce nom est attaché Oui. à une production Exactement. de l'esprit. Tout à fait. Voilà, À une production de l'esprit. Le nom peut être attaché aussi à de la sorcellerie. Hein. Mais bien entendu. J'imagine, Mais si le vous sorcier, étiez- quand il disparaît, il disparaît. Hein. Oui. Et finalement, mais il laisse ses traces. Bien sûr. On voit. Donc, j'ai eu envie de travailler sur beaucoup de choses. Mais c'est surtout lorsque j'ai été à Dakar pour préparer ma thèse que j'ai commencé, chaque fois que j'ai des petits temps de pause, l'esprit me revient, mon enfance, la réminiscence. Virginie, que je revois quand nous étions enfants. Et je vois la façon que Virginie a disparu, ça m'a beaucoup tiqué. Et j'abandonne, je me fais occuper par autre chose, mais peu de temps après, l'idée revient. Oui. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que cette petite qui a été
fraîchement arraché à l'affection des parents que nous sommes, est-ce qu'il n'est pas en train de me parler pour dire ne me laissez pas disparaître? Parce que mon papa et maman ont été envoyés au temps du président Ahmed Sékou Touré pour servir à Kouroutou, et c'est là où elle est décédée, on l'a laissée. Et donc on est revenu chez nous à Fangamanou, on revient, mais personne ne pense retourner pour savoir la tombe est comment. Oui. Donc aujourd'hui, personne ne peut vous dire où se trouve la tombe, parce que tout le monde, les gens ont construit, c'est à l'intérieur de l'église, de la cour de l'église. Donc je me suis dit, certainement que c'est le message qu'elle me fait passer. Parce qu'à chaque fois que je prends un temps pour me reposer, ça me revient. Et je me suis dit, je vais commencer à penser, mais puisque je suis à Dakar, le récit va commencer à Dakar. C'est pourquoi vous croyez qu'à Dakar, le récit est lancé. Et à partir de l'instant, les autres récits vont venir. Oui, justement, à Dakar, le récit commence là, effectivement, avec le narrateur qui est un peu seul, solitude dans le balcon. Oui. Et d'ailleurs, l'histoire commence d'une manière très très belle. C'est d'ailleurs ce qui va être la surprise une des surprises de votre roman d'ailleurs. Oui. On commence le roman avec une danse de sabar, qui est, on va dire comme ça, les femmes sénégalaises. Les femmes sénégalaises qui, on va dire, les patronnes, avec des perles. Voilà, avec les perles, avec les mouvements les de danses à la limite un tout petit peu érotiques. Exactement. Parce que c'est fait aussi pour séduire, pour ne pas dire pour... pour séduire. Oui, c'est pour séduire. Rester là. La Gouenante l'a dit, hein? Oui. La Gouenante l'a dit. Tout à fait. Voilà. Et donc, vous commencez, le roman commence avec cette belle histoire de danse, où on voit un tout petit peu, de la part de ce personnage, d'ailleurs, un peu de voyeurisme, si on peut se permettre bien sûr, de le dire. Bien sûr. Il profitait bien de ce spectacle. Exactement. Comme ça. Oui. Et puis, le narrateur est interrompu par une visiteuse. Exactement. Et cette visiteuse un peu curieuse et donne l'occasion aussi à notre narrateur de raconter un peu les femmes sénégalaises au Sénégal, et puis la méfiance du narrateur face à cette visite, parce que effectivement c'était quelqu'un aussi de très prudent. On va découvrir plus loin dans le roman que c'est quelqu'un de très averti, qui a suivi les conseils des sages au village, qui fait très attention. Exactement. Et d'ailleurs, c'est un personnage qui est comme ça, on va dire, qui est attaché vraiment à ces valeurs-là. Et d'ailleurs, on découvre tout le long du roman que voilà, il a raison, en gros, de tenir, de rester attaché à tous ses conseils. Et ça, on va le découvrir. Exactement. Pour ceux qui liront le roman vont vraiment découvrir tous ces éléments-là. C'est un roman que non, particulièrement, mais profondément aimé. Ça nous a touché, et je voulais vous en féliciter sur le plateau. Merci. C'est un très beau travail. Merci. Et alors donc, après vient autre chose. C'est que votre personnage, donc ce narrateur-là, et à chaque fois, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Comme vous le disiez tout à l'heure. Et à un moment donné, il va penser, donc justement, loin de son village et de son pays, il va penser à la mort de sa petite sœur, Virginie. Virginie, comme je l'ai dit, c'est une histoire pathétique. Mélancolique, qui bouleverse, surtout lorsque le personnage raconte l'histoire. Vous voyez que le personnage qui s'appelle Saint-Dessin vit une vie d'enfant joyeuse avec sa sœur, et tout d'un coup, sa sœur Virginie a envie d'aller se faire la sieste, et au cours de la sieste, elle ne se réveille plus. Ça, c'est vraiment étonnant, parce que pour un enfant qui passe la journée à jouer et qui veut se reposer, et aujourd'hui, vous voyez que cet enfant-là, qui va faire la sieste, ne parvient plus à se relever. C'est un sérieux problème. Elle n'était pas malade, elle n'avait pas un danger autour d'elle, et d'un seul coup, ça crée des problèmes. Alors, les parents de Virginie quittent le boulot, ils rentrent, et puis ils trouvent que la Virginie est couchée dans une partie de la nuit, parce qu'il faisait un peu nuit maintenant, c'était 19h, et donc on la secoue, impossible de se réveiller. Alors, le jeune Saint-Dessin regarde, il ne comprend pas, mais il avait écrasé un agouti qui ne sont pas élevés, et donc il a pris peur, il a disparu, pour ne pas que son père soit très violent envers. Donc il est allé à distance pour voir quelle stratégie il faut faire pour rentrer à la maison. Mais paradoxalement, il voit que les gens viennent de plus en plus nombreux en famille, et puis ça commence à crier. Donc il s'approche pour voir qu'est-ce qui se passe. On dit, ah, ta sœur est malade, on l'a envoyée à l'hôpital d'urgence. Il dit, pourtant, elle était couchée. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle n'avait rien, on avait joué ensemble. Et c'est ainsi que la mort étant confirmée par les médecins, et décidément c'était devenu très pathétique pour le jeune,
qui, pour la première fois, se posait la question, mais comment Dieu peut accepter de tuer une jeune fille, une fillette qui n'a rien fait au monde? Est-ce qu'un enfant peut mourir comme ça? Voilà un peu pourquoi ce récit commence par vraiment un fait pathétique qui a bouleversé le jeune saint des saints et qui continue à réfléchir et qui narre toute cette histoire maintenant-là. Oui, alors avant de narrer ça, j'allais m'en vouloir si je ne disais pas ça, parce qu'effectivement, on ne va pas rester que sur les moments tragiques, parce que les moments tragiques, il y en a beaucoup, dans le roman, oui. Mais c'est vrai que notre narrateur de son balcon, oui. Quand il regardait ce spectacle de danse Sabar, oui. Évidemment, et c'est là qu'il commence quelque chose qui va continuer jusqu'à la fin du roman, oui. C'est que dès qu'il a aimé quelque chose, dès que quelque chose l'a frappé, en bien ou en mal, oui. Ça l'inspire, et il écrit toujours, tout de suite, il compose de la poésie. C'est vrai. Donc, il y a tout de suite le premier texte de poème, oui. Qui est composé tout de suite là, le narrateur donne son idée, son imaginaire, c'est l'image qu'il se fait, oui. de Dakar, du Sénégal, oui. De ses femmes, oui. Etc. Oui. Il y a un joli poème là tout de suite que le narrateur lui-même il le compose. Oui, c'est vrai, parce que le narrateur, regardant les belles femmes en train de danser, se pose la question, mais attendez, Sénégal c'est quoi? Donc rapidement, l'idée lui revient parce que c'est un personnage qui adore de la poésie. Hein. Oui. C'est sans ça. À chaque fois qu'il communique avec quelqu'un, tout de suite, il y a un poème qui tombe. Et donc, c'est un personnage très poétique qui adore les vers, les rimes, et ainsi de suite. Et surtout, exprimer le sentiment, ce qui ressort de lui-même. Donc, l'histoire, la poésie qui est écrite là, raconte l'histoire, tout ce que l'intéressé a vu. Et ensuite, la beauté du Sénégal de Senghor, Sénégal de David Diop, de Cheikh Anta américain, et ainsi de suite, de Cheikh Anta Diop, oui. Écrit ces périodes de gloire. Mais après, revient à Sénégal, qui est contradictoire. Tout ce vent, tout ce machin, etc. Voilà, toute cette gloire du Sénégal que l'un des gens va parler, surtout aujourd'hui, parce que le personnage a visité le Sénégal. Oui. Elle a constaté qu'il y a une dégringolade en matière de savoir. Oui. Et donc, c'est pour la question, est-ce que le Sénégal reste toujours le Sénégal? Mais il y a toujours ce qui est aussi important de savoir. Il décrit dans sa poésie les chevaux qu'il voit, qui créent de l'emploi. Il décrit les jeunes talibés, oui. Qui tournent, qui slaloment partout oui. Et qui sont très rémiants. Et le nombre incroyable de fous. Partout, regardez, c'est des fous. Et donc, vous voyez, c'est une poésie qui relate un peu, oui. Pas une poésie de vers classique, mais de vers libre. Mais rapidement, parce qu'effectivement, je sais que nos téléspectateurs sont pressés d'en savoir plus sur les sorciers. On va y arriver là, oui. Dans pas longtemps. Mais et juste pour finir avec ce premier épisode, je veux dire, il y a aussi quand même, on ne sait pas s'il y a une raison particulière, je voulais vous entendre là-dessus. Oui. C'est donc ces visites finalement qui vont devenir régulières, oui. De cette visiteuse qui est venue, qui cherchait de la compagnie, cette sérère, oui, bien entendu, et donc cette belle sérère, oui. Effectivement, qui vient, et donc en gros, le personnage a envie de lui tenir compagnie, mais hésite parce qu'il ne veut pas s'attirer des ennuis, oui. Mais en même temps, on découvre dans ce passage aussi quelque chose d'intéressant, oui. C'est que le logeur, oui. De ce personnage-là, son logeur, oui. On le découvre dans Monsieur Diallo. Monsieur Diallo, oui. Qui, en gros, prête son appartement, son propre appartement, oui. Presque à toutes les occasions. Oui. Et en fait, le logeur qui ne se rend pas compte, enfin, c'est une maison, en gros, à plusieurs fonctions. À plusieurs fonctions. Voilà. Parce que c'est une agence immobilière. À vue d'œil, c'est écrit agence immobilière. Mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est tout autre. Oui. Ouais, donc, je disais que le narrateur a bien fait la peinture de ce passage-là, parce qu'à travers ce que le narrateur même a observé, il a constaté que, en fait, les Sénégalais sont très astucieux, très roublards pour pouvoir tromper les gens. Donc, le gars, il décroche carrément l'enseigne et la pose à l'intérieur, oui. Pour ne pas que les gens des impôts viennent lui demander des choses, oui. Mais à l'intérieur, il continue à faire ses travaux. Donc, oui. Il loge les gens, il reçoit les gens, il oriente, il trouve il ne va pas payer les taxes. Il est courtier, il ne va pas payer des taxes. Disons, il fait son business. Et effectivement, c'est là où la sérère est venue, pensant que le monsieur, c'est un agent d'immobilier, donc c'est un courtier. Donc, il est venu taper à la porte. Et puis, le narrateur s'est levé pour ouvrir la porte. Et c'est là que tout le récit a démarré aussi, l'aventure entre le narrateur et la sérère.
Mesdames et messieurs, si vous venez seulement de vous joindre à nous maintenant là, eh bien, notre numéro parenthèse d'aujourd'hui est exclusivement consacré à ce roman, hein, Crash d'un avion sorcier de Monsieur Faya Pascal Ifono, qui est avec nous sur le plateau même pour en parler. Alors là, on va essayer un tout petit peu d'avancer. C'est vrai que votre ouvrage, Crash d'un avion sorcier, c'est une histoire qui en dit d'autres histoires. Tout à fait. C'est-à-dire que l'histoire prend, on va dire, prend pied dans la famille du narrateur, oui, avec le souvenir de la mort de la petite Virginie. Oui. Mais après, elle se déploie un peu partout. Parce qu'effectivement, pour nous permettre d'avancer, les raisons de la mort, oui, de Virginie vont être révélées. Oui, bien entendu. Et c'est là où se trouve le problème. Parce que Virginie décède très petite et sans aucun signe de maladie. Sans aucun signe. Absolument pas du tout. Rien. C'est là où le problème de la sorcellerie devient un problème sérieux. Parce que vous voyez le sorcier, personne ne peut savoir qu'il est sorcier, ce n'est pas écrit sur le front. Non. Alors qu'il a des manœuvres obscures et dont il est capable d'arracher l'âme de quelqu'un, il est capable de confisquer son avenir, il est capable de pouvoir lui rendre fou les gens. Et donc Virginie décède. Et comment la mère de Virginie va savoir que Virginie est décédée? C'est lorsque la sœur de son mari est venue lui rendre visite avec un enfant qui était malade. Et puisque la mère de Virginie était aussi médecin, sage-femme, elle a fait tout son mieux pour pouvoir sauver l'enfant, impossible. Un jour, ils ont reçu la visite d'une vieille qui leur a dit, mais attention, allez-y, c'est le vieux Bongolais, ils peuvent savoir des choses, ils peuvent vous dire des choses. Et ils sont allés voir ce vieux-là, qui était surpris de voir la mère de Virginie, qui n'a pas l'habitude de venir parce qu'elle est chrétienne. Donc ce vieux va faire une rencontre un peu spectaculaire, dit bienvenue madame chez vous. Il dit mais attendez que mes ancêtres vous disent bonjour. Ouais. Et après tout, les révélations sont catastrophiques. Quand elle a fini de voir pour le jeune, l'enfant pour lequel ils étaient venus, parce que le vieux a dit c'est fini, les sorciers l'ont mangé, il faut que l'enfant retourne avec sa maman vite, dans une semaine, sinon vous allez l'enterrer ici. Et c'était le premier. Il dit, toi, la maman de Virginie, ta fille est décédée. Mais celle qui était à la base, c'est ta marade. Elle a quitté loin. Elle s'est transformée en chauve-souris. Elle est venue, elle s'est finalement transformée en chat. Et c'est le chat là qui a ramassé l'enfant. Et tu ne te rappelles pas? Et effectivement, quand la femme revient en famille pour raconter l'histoire à son mari dit, ouais, tu tiens, c'est vrai. J'étais en rêve. Quand j'ai vu ce chat descendre, j'avais l'enfant sur ma poitrine. Et le chat m'a arraché l'enfant. Ça, c'est vrai. Il dit, mais ça, je ne vais pas laisser ça. Il va voir donc le vieux Bongolais pour dire, est-ce que tu peux m'arranger pour éliminer tous ces gens-là, toutes personnes, que ce soit ma maman, ma propre maman, les marabouts, tous ceux qui sont autour, mais qui ont été à la base, est-ce que tu peux les éliminer? Le vieux dit, mais j'attends ton feu vert. Si tu acceptes, je le fais tout de suite. Et le vieux a demandé quelque chose et le monsieur a doublé ce que le vieux a demandé. Et tout de suite, le vieux a mis ces éléments en mouvement. Et c'est là où le vrai crash va venir. Parce que le vieux mandate les personnages obscurs aussi pour aller combattre à des distances, plus de 100 km de distance. Ils prennent des dispositions pour encercler le village, mais de manière de sorte que personne, aucun sorcier ne puisse... Non, ça vient après. Oui. Ça vient après. Ça, c'est notre récit. C'est notre récit de la sorcellerie. Donc, c'est ainsi que les gens viendront et ils vont faire en sorte, puisque les sorciers ont leurs avions. Les sorciers de là-bas ont les avions. Ils ont des chevaux, ils ont des bateaux. Mais miraculeusement, les sorciers devaient aller prendre part à une réunion. Et c'est l'avion de cette marate-là qui a été préparé pour que les gens puissent voyager. Et c'est là où le vieux les attendait. Ils prennent l'avion, ils sont tous en l'air, et le vieux aussi déclenche son mouvement. Et c'est comme ça que l'avion s'est écrasé. Et la marate et toute la suite sont décédés. Il y a une qui est restée, c'est elle qui a fait la révélation. Elle dit, ah, puisque les gens mouraient en cascade, il dit, attention, moi je suis à mourir, mais il faut que je vous dise la vérité. Voici ce qui s'est passé. Oui. Voilà. Et donc voilà un peu la révélation. Pourquoi on a compris que c'est elle qui a été à la base de la mort de Virginie. Donc, et elle et tout son clan ont péri dans l'accident, le crash d'avion. Mais il n'y a pas que le seul crash. Hein. Oui, justement, il y a d'autres crashs. Il y a même, au-delà d'autres crashs, il y a aussi d'autres histoires. Je veux dire, il y a une autre histoire que je vais évoquer tout de suite avec vous, mais qui frappe le lecteur, effectivement. C'est extraordinaire. C'est l'ami d'enfance comment on va dire, l'ami d'enfance de notre narrateur. J'oublie le nom, mais effectivement,
notre héros avait perdu depuis très longtemps, Oui. plus de 15 ans. Oui. Et donc un ami d'enfance qui évidemment racontait qu'il voulait aller en Occident, Exactement. etc. Mais effectivement, je préférais sauter parce que sinon on ne pourra pas. L'objectif aussi n'est pas de décortiquer tout le Voilà. roman, c'est de vous en donner une petite idée pour que vous puissiez, je parle des téléspectateurs, pour que les téléspectateurs puissent se procurer de l'ouvrage pour le lire entièrement. Peut-être qu'ils le comprendront encore mieux que connaît. Oui. Hein? Alors, donc, j'ai envie de dire, c'est que ce jeune homme a dû quitter son village. Oui. Après avoir perdu Son père et sa mère. Oui. Et lui, il a eu la vie sauve. Exactement. Je vais faire court comme Oui, ça oui. pour permettre d'aller. Et effectivement, dans sa course, et c'est ce qui est un peu curieux quand même, on va vous poser la question. On a tout aimé, mais tout n'est pas clair là-dedans. Il faut que vous éclaircissiez ce passage-là. Oui. Mais c'est que ce jeune homme va fuir. Il fuit le village, son village, mais de nuit. Il fuit la nuit aussi, Oui. alors que c'est la nuit que les sorciers opèrent. Oui. D'ailleurs, Oui. c'est un jeune qui avait, je crois, reçu des conseils, Oui. etc. Oui. D'ailleurs, le roman vient beaucoup là-dessus. Pendant l'initiation, Voilà, pendant il a appris l'initiation, beaucoup de choses. on leur a appris beaucoup de choses. Oui. Et c'est ça qui est quand même aussi très plaisant dans l'ouvrage. Hein. Ça ressort aussi toute l'importance, tout l'intérêt Exactement. de nos valeurs, je veux dire, traditionnelles, Oui. de ce que ça peut apporter, de ce que ça peut accompagner les jeunes pendant toute leur vie. Des éléments positifs. Des éléments valeurs. positifs. Donc justement, dans cette course-là, il va tomber il va constater un phénomène bizarre. Oui, Exactement. c'est le mot, un phénomène bizarre. Et donc, ce phénomène bizarre qui va lui le rappeler Exactement. des indications. Voilà. Évidemment, c'est un sorcier ou une sorcière, Oui. en tout cas quelqu'un, un sorcier ou une C'était sorcière. C'était un sorcier qui était en plein exercice. Exactement. La nuit. Oui. Dis-nous-en quelque Oui. chose. Moi, Vous savez, oui. M. Koné, pour avoir fait la tradition, on nous a dit dans l'initiation que lorsque le sorcier fait des manœuvres, il a des périodes. Les périodes-là, c'est soit à l'aube, soit à plein jour, soit au crépuscule. Alors, lui sort la nuit, mais pas au crépuscule, quand tout le village était déjà couché. Alors, il sort, il progresse, et quand le sorcier veut faire les manœuvres, il prend le rayon, il vérifie. Et quand toi, tu n'es pas sorcier, tu rentres dans le rayon, vous sentez déjà que par les éléments qui se passent dans vos oreilles, les bourdonnements, et quelquefois vous trouvez les fourmis manias qui commencent à vous pincer, dites-vous qu'il y a quelque chose de miraculeux devant. Mais j'avoue, là je vous arrête un tout petit peu, juste pour 2 secondes. J'avoue que quand on arrive à ce moment-là de la lecture, en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui vous tient là. Oui. C'est décrit, Oui. vous représentez là, et vous êtes pris. En fait, parce que le sorcier se déshabille, et puis il prend la position contraire, et il commence à monter comme de l'antenne. Oui. Et puis après, c'est les feux, les braises qui commencent à descendre. Et lorsque vous voyez les braises qui descendent à côté d'un manguier, d'un palmier, si vous êtes initié, les raisons sont très simples. Qu'est-ce que vous faites? Si vous avez votre couteau, n'ayez pas peur. Approchez-vous, faites un signe de croix par terre et voyez à l'intersection, juste mettez le couteau, appuyez là-dessus. Le sorcier va se sentir touché, il va descendre, il va reprendre sa forme, il va s'habiller, il viendra te voir pour te demander pardon. N'accepte jamais. Et si tu dis, allons en ville, passe devant moi, si tu passes devant lui, c'est fini pour toi. Et donc le jeune était informé, le narrateur est informé. Le vieux lui a dit, mon fils, il dit, je ne suis pas ton fils. Il a commencé par l'intimider. Et quand il a dit, allons en ville, il a dit, passe devant moi. Le jeune dit, je ne vais pas, il ne passe pas devant toi. Il dit, passe. Donc le vieux était devant. Ils sont rentrés chez lui et il a dit, je ne vais pas te dénoncer, mais tu me donnes un secret pour ne pas qu'il soit vulnérable. Et le vieux a compris que le jeune est initié, il connaît le secret. Et c'est ainsi qu'il lui a donné cette boule-là qui a accompagné le jeune jusqu'à la fin. Oui, parce que le sorcier, lui, son souci, c'était que le jeune ne lui dénonce pas. Parce que s'il est dénoncé, c'est pas bon pour lui. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire que, là, on peut poser la question, ça veut dire que les sorciers, ils font ce travail-là en étant conscients que c'est quelque chose de très mauvais. Mais ils sont conscients. Parce qu'il y a des sorciers qui sont lynchés dans leur communauté. Ils sont conscients. Donc, quand ils le font, ils apprennent à la société tous ces secrets.
comme ils opèrent dans l'obscurité, tout ce qu'ils font est secret, c'est tenu secret. Donc, vous voyez déjà même dans la mort, quand déjà, le sorcier commence à se confesser, vous avez une confession là-bas. Oui, il dit que, on va y arriver. C'est un moment intéressant. Voilà, c'est pour dire que combien de fois, eux-mêmes, ils ont peur. Ils ont peur qu'ils soient dénoncés. C'est pourquoi quand ils tuent les gens, ils préfèrent effacer les traces en faisant quoi? En partant sur la tombe pour prendre la terre de cet homme-là. Et en la prenant, ils ont leur façon de faire pour ne pas que les parents continuent à penser que c'est le sorcier. Donc le problème est clos. Et ça continue. Alors, un petit passage vraiment intéressant. Crash d'un avion sorcier, un ouvrage à lire absolument pour cette saison littéraire. C'est un ouvrage qui est, donc, c'est notre coup de cœur pour cette saison de l'émission Parenthèse. Évidemment, je voulais dire, mais il y a beaucoup de choses, effectivement, autour de la sorcellerie, des sorciers qu'on découvre, évidemment. Mais c'est que, effectivement, c'est une espèce de société. Oui, exactement. Où l'ouvrage nous l'apprend, qu'il parle de tontune, oui, parlant de l'organisation. Oui. C'est-à-dire que généralement, oui, et ça c'est quand même curieux, généralement dans la société des sorciers, si je peux dire comme ça, mais c'est vrai que il est rare que le sorcier il fasse du mal à quelqu'un qui ne soit pas de son environnement familial. Exact. Donc, quand ils sont en groupe, pour avoir un enfant ou un monsieur ou une femme X ou Y, il faut passer par quelqu'un de sa famille. Donc, c'est toujours quelqu'un de notre famille, oui, donc, qui va nous livrer. En gros, nous livrer. Oui. Voilà, c'est peut-être le mot, oui, qui va nous livrer à la mort. Livrer à la mort. Et vous savez que c'est, comme la vue visible qu'on voit, quand les fêtes arrivent, les gens mangent ensemble, ils s'invitent, ainsi de suite. Donc, les sorciers aussi ont leurs fêtes. Quand les périodes là arrivent, et ils le font par tour de rôle. Donc on dit, si c'est ton tour, on dit, c'est toi qui me donnes aujourd'hui la sauce. Et quand on parle de la sauce, on parle effectivement de l'être humain. Mais l'être humain qu'on va livrer, c'est dit dans le roman. Quand on le livre, les sorciers le récupèrent, ils vont à l'endroit à l'abattoir, ils vont le transformer en autre animal. Mais attention, pendant qu'ils sont en train de faire l'opération, le cri humain apparaît. Oui. Il semble que c'est un animal qui est là, mais c'est le cri humain qui apparaît. Ça veut dire que c'est l'être humain qui est en train d'être égorgé. Voilà. Et donc, chaque année, les sorciers, donc, quand c'est ton tour, c'est ton tour. Donc, tu es obligé de donner. Si tu n'en as pas, tu prends dans la famille, soit de ton fils, ou bien de ta soeur, ou bien de ta fille. Et c'est souvent pourquoi les petits-enfants sont victimes de ça. Parce que les petits-enfants, ils mangent ce que la grand-mère donne, ou bien ce que la maman donne. Donc, on passe par là pour que dès que tu consommes ce qu'on te donne là, c'est fini. Toi, ton cas est déjà scellé. Crash d'un avion sorcier. Mesdames et messieurs, beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, on va vous en dire quelques-uns. Et évidemment, mais j'ai envie de dire, Monsieur Koné ne connaît pas du tout les secrets. Je n'ai fait que lire le roman. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de petites choses comme ça. Enfin, beaucoup de choses importantes, oui, que l'ouvrage nous raconte. Des détails extrêmement importants. Comme celui-là, je vais prendre cet exemple. C'est en fait le fait que les sorciers, dans leur pouvoir mystique, oui, ont la capacité, donc justement, ils ont des miroirs. Ah oui. Voilà, je voulais parler de ce fameux miroir qui m'a frappé, oui, justement, et comme on fait de la télé, oui, justement, qu'on ne mette pas mon visage dans le miroir, oui, évidemment. Mais c'est vrai aussi qu'on apprend dans l'ouvrage, notre héros qui raconte que l'arme fatale, oui, redoutable contre les sorciers, c'est la prière. Oui, c'est bien vrai, c'est la prière. Et il y a même des exemples aussi par rapport à ça. Je vais vous donner une preuve très élémentaire. Vous êtes M. Koné, vous habitez dans un endroit où... Bon, on peut prendre l'exemple sur Mamadou Ibrahim. D'accord, Mamadou. Le temps qu'on termine cette émission. D'accord, Mamadou, merci beaucoup. Oui. Mamadou, je prends l'exemple sur moi-même. Quand je me couche la nuit, et si je ne veux pas que les sorciers entrent chez moi, c'est très simple. Tu prends le balai, tu mets au seuil de ta porte et c'est fini. Aucun sorcier ne peut passer. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas prié là-dessus, rien. Mais surtout, les sorciers attaquent les gens qui passent la nuit sans prier. Qu'ils soient musulmans ou chrétiens, avant de passer la nuit, vous devez vous confier à Dieu. Quand vous le confiez à Dieu, ils vont venir, ils ne pourront rien faire. Voilà l'arme redoutable. Et c'est comme ça que les gens parviennent à un peu se sauver de ces mailles-là.
Bon, Sinon. on va dire de passage, vive la prière, hein, Vive la prière surtout. pour les Traoré, les Djubaté, etc. Bien, il y en a un dans notre équipe de tournage, Monsieur Yacouba Traoré. Donc, bien entendu, les sorciers ont peur de ceux qui prient. Le soir, surtout avant de se coucher, ceux qui prient régulièrement. Non, mais alors, pour revenir un peu, donc justement, au roman, toujours, il y a, vous le disiez tantôt, il y a d'autres épisodes. Mais vraiment, mais on comprend aussi que c'est un ouvrage non, l'ouvrage s'offre à nous, en tant que lecteurs, l'ouvrage s'offre à nous aussi comme un cri de cœur, une révolte. Exactement. Parce qu'à un moment donné, je n'ai pas la page numérotée, mais à un moment donné, il y a le héros presque même injurieux à l'égard des marabouts, des féticheurs, des sorciers. Voilà. Mais il met tout le monde dans le même sac. Et alors, qui ne comprend pas pourquoi, en gros, et c'est là où ça devient intéressant, pourquoi avec tout ce pouvoir mystique, pourquoi les sorciers en Afrique ont la capacité de se fabriquer un avion, monter dans l'avion pour aller faire des réunions à Zérekoré, à Kankan, à Conakry, en un laps de temps, et qu'ils ont toute cette capacité et qu'ils ne sont pas capables de contribuer au développement. C'est vraiment une révolte. Il y a justement, c'est un roman aussi qui est très contemporain, parce qu'effectivement, on va parler de Ebola. Là, je prends l'ouvrage comme ça me vient. Ça, vraiment, vous l'avez parcouru parfaitement bien. Oui, alors là, ça rejoint Ebola. Et justement, mais au niveau de quand il y a eu l'épidémie d'Ebola, quand les sorciers frappent, donc c'est la mort qui est en cascade. Qui est en cascade. Et là, c'est Ebola vient et ça frappe. Donc du coup, à un moment donné, le lecteur se dit, mais les morts mystiques aussi que Ebola a provoqué, notamment dans la localité où se déroule justement l'événement, on se demande à un moment donné, moi j'ai du mal, je sors dans le roman pour dire, bon, mais attention, Ebola quand même a tué. Mais entre Ebola et les sorciers, qu'est-ce qui tuait? En fait, ça dépend des espaces occupés. Ebola tuait d'un côté, mais puisque le personnage a un droit de regard sur tout ce qui se passe dans les différents villages, il a constaté qu'il y a un autre village où les gens mouraient. Et donc, comme Ebola était en train de tuer de l'autre côté, ils ont pensé que Ebola, c'est lui qui a été atteint à contaminer les gens de l'autre côté du village. Et donc, les gens ont commencé à mourir. C'est ainsi que les agents de l'Ebola ont été tout de suite mis en branle. La Croix-Rouge, les kits, tous les agents de santé, avec les véhicules que vous avez, les habillements que vous avez, ils sont venus en courant. Ils arrivent au village. Ils saluent les vieux. Ils font tout ce qu'ils font comme salam alaikum. Il y a un échange fort qui a lieu entre donc, cette délégation sanitaire entre guillemets, et les sages du village. Oui, c'est bien vrai. Parce que là, ils disent on est venu parce qu'on a appris qu'il y a beaucoup de Bourbons, donc vous avez Ebola ici, on va désinfecter. Les vieux les disent soyez les bienvenus, calmez-vous, reposez-vous. Dis mais Ebola n'est pas ici. Ils disent non, Ebola n'est pas ici. Le vieux sage conseille à son porte-parole de leur expliquer ce qui passe. Le vieux avait une potion dans sa poche. Il appelle le chef de la délégation et deux autres. Ils disent ouvrez les yeux. Il a ouvert. Il dit allons vers la plantation. Alors, les gouttelettes d'eau, des substances qui sont tombées dans les yeux, vont leur ouvrir les yeux. Ils ne verront plus. Ils ne se verront plus dans cette terre. Ils ont vu d'autres terres, un champ dévasté. Un autre monde. C'est un autre monde. Avec des épaves d'avion. Et donc, c'est l'avion qui s'est écrasé. Notre avion s'est écrasé, ce qui fait qu'il y a des morts. Alors, les jeunes, le vieux remet encore d'autres substances, ils reviennent à la vie normale. Ils reviennent au village, mais c'est avec une vitesse. Le personnage, le chef de la délégation fait sortir un peu d'argent pour dire vieux, merci. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous si on vous a dérangé. Après tout, on dit allons-y. Embarquement. Les gens se disent pourquoi. On dit embarquement, allez-y. Donc c'est un coup de route qu'ils ont dit mais c'est catastrophique. Si on restait là-bas, on serait tous morts. L'avion s'est écrasé. Parce qu'ils ont vu l'avion. Mais là, en fait, donc c'est le deuxième avion qui s'écrase avec les sorciers. On les a fait changer. En fait, les avions, il n'y a pas d'entretien. Les sorciers n'entretiennent pas les avions.
non, mais les téléspectateurs. Mais c'est pourquoi il y a beaucoup de crashs. Hein. Ils n'entrent pas d'avion, ils n'ont pas de garage pour faire le contrôle. Mais il y a aussi d'autres missiles qui sont tirés. Quand vous tuez l'enfant de quelqu'un, il va voir un autre, comme le vieux Bongolais a fait. Il a mis les missiles et puis voilà, l'avion a été touché. Oui. Voilà. Allez, donc, mais il y a beaucoup de thématiques qui sont un peu loin de la sorcellerie. C'est pas mal. Dans le roman. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est aussi, j'ai envie de dire, on va revenir sur l'autre, l'ami d'enfance de notre héros, qui est parti en Europe, Italie. parce qu'effectivement, ça permet aussi de voir toute la traversée du désert et qui raconte effectivement, et ça c'est intéressant dans votre récit, justement. C'est un récit, comme je dis, un récit avec plusieurs récits. Donc là, par exemple, lui, il va raconter toute son histoire, toute sa route, avec toute la galère, justement, qu'il a connue depuis donc, son village jusque dans les Sahara. Donc ça permet de voir aussi toutes les atrocités auxquelles les passeurs, les migrants, la violence. Ça, on le vit avec vraiment beaucoup de douleur. Mais à savoir aussi, effectivement, que ce jeune, il va dire comment lui, il va être sauvé on va dire, du naufrage de leur barque, de leur embarcation. Parce qu'effectivement, il dit, ah tiens, les séances de natation qu'on faisait dans la Makona au village, ce sont ces réflexes-là, n'eût été ça, parce que pratiquement, on va dire, quasiment ou presque tout le monde y a laissé la vie dans ce naufrage. En tout cas, l'écrasante majorité des passagers y ont trouvé la mort. Lui, il a pu se sauver. Je trouvais que ça, c'était intéressant parce que c'était ce moment d'échange entre notre héros et son ami d'enfance. Bien que ce ne soit pas physique, c'était téléphonique, bien sûr. En gros, mais on a l'impression de vivre ça comme une conversation réelle. Oui, c'était des amis intimes, Donc le monsieur a trouvé juste le temps de pause pour pouvoir appeler son ami et lui expliquer comment il est arrivé en Europe. Et effectivement, c'est là où le narrateur touche le côté des migrants, la migration, et comment les gens sont maltraités et ainsi de suite. Et finalement, quand il y a un naufrage, la seule chance qu'il a eue, c'est de pouvoir flotter sur la mer, comme le chien, la natation de chien. Alors qu'ils ont appris dans la Makona des techniques. Donc en flottant, finalement, il y a l'Aquarius, le navire qui sauve souvent les migrants, qui est venu à leur rescousse. Et finalement, ils ont été sauvés. Et même là aussi, pour débarquer en Italie, il fallait faire des négociations entre les pays européens qui accueillent, qui n'accueillent pas. Et finalement, ils ont été acceptés en Italie. Et c'est là où il travaille. Mais il a conseillé. Il dit, je conseille de ne jamais venir en Europe en passant par une voie. Ça, c'est un bon conseil. Crash d'un avion sorcier, malheureusement, mesdames et messieurs, on ne pourra pas en dire plus longtemps. On nous indique que le temps de l'échange est arrivé à terme. Mais sinon, il y a aussi effectivement ce long moment qui, je pense, que pourrait être considéré comme le climax, le moment le plus élevé en intensité de votre roman. Ça, c'est notre point de vue de lecteur, qui était ce moment de confession d'un sorcier. Incroyable, pathétique, qui raconte comment est-ce qu'il a manger des enfants, faire du mal à des femmes, arracher des fœtus, avec tous les détails précis. C'est ça qui est extraordinaire. Et puis ensuite, sur plus d'une dizaine de secrets qu'il a obtenus selon le mal qu'on veut infliger à d'autres personnes, etc., avec le... Enfin, je n'ai même pas tous les mots pour qualifier. Mesdames et messieurs, on vous invite tout simplement à lire cet ouvrage, Crash d'un avion sorcier. À présent, mesdames et messieurs, on vous dit merci de nous avoir suivis de bout en bout. Mais ce n'est pas fini, il reste encore un tout petit peu. À présent, nous allons passer à la deuxième rubrique, donc, que nous appelons Marque-Page. Nous sommes page 36. Laisse-moi te raconter une histoire. Écoute très bien, mon fils. Un jour, vivait dans un grand village un roi très puissant, très fort et très craint. Il avait à sa solde de milliers de soldats qui veillaient jalousement sur lui et sur sa famille. Il avait le droit de vie et de mort sur tous ses sujets. Grâce à la stratégie militaire de son armée, il avait réussi à vaincre tous les rois qui s'étaient opposés à la politique d'extension de son royaume. Très sûr de ses pouvoirs, il avait juré de vaincre aussi la mort, car il bénéficiait de tous les honneurs au sens plein du terme, dont un roi devait pouvoir jouir sur cette terre. Au soir de sa vie, sentant ses forces décliner, il ordonna qu'on lui
amena les plus grands marabouts et féticheurs de par le monde. Tous ceux qui avaient le pouvoir de protection et de guérison remplirent le palais royal. Le roi leur demanda d'user de tout leur pouvoir pour le faire épargner à la mort. Seul et unique adversaire, il reçut leur accord de principe. Une nuit, il se coucha et s'endormit. Il plongea dans un sommeil profond. Il se mit à rêver. Dans son rêve, il se vit dans une tombe à la profondeur illimitée. Il était seul, tout seul, cherchant en vain à sortir du gouffre. Il entendit une voix, celle de la mort, mi-humaine, mi-robotisée, lui poser les questions suivantes. « Ô grand roi, où sont tes milliers de soldats? Où sont passés tes marabouts et tes féticheurs? Comment t'es-tu retrouvé au fond de ce trou profond des morts? Tu ne sortiras plus d'ici. Tous tes pouvoirs te sont retirés. » Le roi agita tout son corps et se débattait de toutes ses forces. Il demandait clémence, pleurait comme un gosse devant un monstre terrifiant. La voix lui dit tout doucement, « Je te laisse repartir chez les siens, afin que tu réfléchisses sur ta décision de me combattre. Si tu tardes de prendre la bonne décision, tu me verras de tes propres yeux. Je me nomme l'invisible et l'inévitable. Je prends qui je veux, quand je veux, où je veux et comme je veux. Transmets ce message à tous tes sujets, j'ai parlé. » Voyant la tombe se refermer sur lui, le roi cria de toutes ses forces. Les gardes eurent peur et accoururent vers la chambre personnelle du roi pour s'enquérir de ces nouvelles. Ils le trouvèrent assis au beau milieu de son lit, tout tremblant et complètement trempé de sueur. Il avait de la peine à respirer. Sans dire mot, il renvoya ces derniers par un geste de la main et petit à petit, il récupéra ses forces et ses sens. Au lever du jour, il convoqua toute sa population. Il lui relata, dans un style plein d'émotion, le récit de son rêve. Il laissa à chacun le soin de trouver la réponse et la décision à prendre. Il renvoya tous les marabouts et les féticheurs qui lui avaient promis une garantie totale de la vie éternelle. Fin des citations. Nous allons passer, mesdames et messieurs, à présent au deuxième extrait que je vais prendre au hasard, devant le témoignage de vos yeux. Voilà, je fais ça. Nous sommes page 42. Mon père, aucun être humain ne peut échapper à un sorcier ou tout au moins à notre réseau. J'entends souvent certains dire qu'ils veulent partir qu'ils veulent quitter tel ou tel village et aller loin afin d'échapper aux sorciers. C'est faux et archi faux. Il n'y a que la prière qui protège quelqu'un contre les attaques de cette société. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Les sorciers ont un grand miroir qui leur permet de voir leur cible, quelle que soit la distance et quel que soit l'endroit. Lorsque la nuit tombe, certains pensent qu'ils sont protégés dans leur maison. Non, nous les voyons comme on voit des chèvres et des moutons couchés autour des cases. Là, c'est un sorcier qui parle. Nous pouvons donc prendre qui nous désirons, mais nous préférons tuer sur ordre exprès des parents. Par exemple, à l'approche des fêtes de fin d'année, nous recevons des enfants selon les tours. C'est en quelque sorte une tontine. Les membres qui doivent donner leur part s'acquittent de leurs devoirs. Les enfants concernés sont alors sacrifiés. Si les sorciers ne sont pas prêts à les tuer immédiatement, ils mangent leur chair, mais conservent leur cœur dans une calebasse qu'ils suspendent à un grenier, au-dessus d'un feu constamment allumé. Fin des citations, on s'arrête là, mesdames et messieurs. Le reste, ça peut faire peur. Procurez-vous de l'ouvrage si vous voulez en savoir davantage. Crash d'un avion sorcier, c'est monsieur Faya Pascal Ifono sur ce plateau qui nous a tenu compagnie, bien donc qui en est l'auteur. À présent, mesdames et messieurs, nous allons passer à la troisième et dernière rubrique. Il s'agit de 2 questions tout à l'heure que nous allons poser à notre auteur face caméra. Bonjour monsieur Ifono. Bonjour. Je suis Mansare Kemo. J'aimerais vous poser une question. Que pensez-vous de la sorcellerie dans nos sociétés actuelles? Aujourd'hui, la sorcellerie continue à être un problème de société. C'est un phénomène social. Elle mérite d'être combattue parce qu'elle est à la porte de chaque famille, de chaque individu, de chaque communauté. C'est un mal à combattre puisque ce mal ne peut rien régler dans la communauté. Les enfants meurent, les parents sont en train de disparaître, les pères de famille sont confisqués, l'avenir est confisqué, il n'y a pas d'avenir. Donc, ça ne sert à rien d'être sorcier. La bonne sorcellerie, c'est d'aller à l'école, d'apprendre à lire et d'apprendre à lier le bois au bois tel que
Cheikh Ahmed Kane l'a dit dans son roman L'aventure ambiguë. Merci. Bonjour, monsieur Ifounou. Bonjour. C'est Guéné Bemba Koulibaly. J'aimerais vous poser une question. Que doit-on retenir de votre roman en 3 phrases? Ce roman, il est un peu difficile de pouvoir le résumer en 3 phrases, mais je vais m'exercer. Premièrement, c'est un récit fictif qui renvoie à l'image d'une fillette qui a quitté ce monde parce que les sorciers l'ont voulu ainsi. Deuxièmement, c'est la confession des sorciers qui désirent désormais de ne plus appartenir à cette société. C'est pourquoi il y a même la confession et le pardon. Troisièmement, il y a aussi les migrations irrégulières qui sont suivies, qui sont faites par nos jeunes qui veulent aller en Europe parce qu'ils pensent que l'Eldorado est là. Non, l'Eldorado n'est pas là-bas. Si ils veulent aller en Europe, il faut qu'ils aillent par la voie la plus normale. Et c'est ce qui est la vérité. Grand merci. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que nous allons vous dire au revoir et donc prendre rendez-vous pour la semaine prochaine avec un autre ouvrage et bien entendu avec un autre auteur. C'était pour vous aujourd'hui Crash d'un avion sorcier. Au revoir.